Je suis rentré d'un voyage d'affaires 2 jours plus tôt et j'ai trouvé ma fille de 8 ans seule à la maison, en train de récurer le sol de la cuisine, en guise de punition. Mes beaux-parents avaient emmené leur vraie petite fille dans un parc d'attractions. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. J'ai simplement fait ce que j'avais à faire. Le lendemain matin, mon téléphone n'arrêtait pas de sonner. Je m'appelle Amber, j'ai 38 ans, et je suis rentré à la maison pour trouver ma fille de 8 ans forcée de récurer les sols par mes beaux-parents, pendant qu'ils emmenaient leur vraie petite fille dans un parc d'attractions. Avant que je vous raconte ce qui s'est passé ensuite, et comment une seule phrase dans un restaurant chic a fait exploser leur monde, dites-moi d'où vous regardez dans les commentaires. Tout a commencé quand mon voyage d'affaires s'est terminé 2 jours plus tôt. J'étais tellement excité à l'idée de faire la surprise à mon mari Scott et surtout à ma fille Madison. J'ai franchi la porte d'entrée, m'attendant à entendre la télé ou le rire de Madison. À la place, il n'y avait que le silence. Un silence étrange et lourd, ponctué par un faible bruit de frottement et l'odeur chimique et âcre des produits de nettoyage. Mon sang s'est glacé. J'ai suivi le bruit jusqu'à la cuisine et elle était là. Ma douce fille de 8 ans, à 4 pattes, une éponge jaune géante dans ses petites mains rouges. Des larmes coulaient en silence sur son visage tandis qu'elle frottait une tache sur le sol en lino qui était déjà parfaitement propre. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. Un calme étrange et glacial m'a envahi, le genre de calme que l'on ressent juste avant qu'un ouragan ne touche terre. Je me suis agenouillé, j'ai doucement pris l'éponge de sa main et je l'ai prise dans mes bras. Elle s'est effondrée contre moi, son petit corps secoué de sanglots silencieux. Ma chérie, où est mamie? Où est papy? Ai-je demandé, ma voix à peine un murmure. Elle a enfoui son visage dans mon épaule. Ils sont allés au parc, bafouilla-t-elle, avec Lily. Pourquoi ne t'ont-ils pas emmené? Ces mots suivants m'ont fait l'effet d'un coup de poing dans l'estomac. Mamie elle a dit que je devais être puni pour avoir renversé mon jus. Elle a dit que je devais apprendre ma place. Apprendre sa place. La digue de mon sang-froid a finalement cédé, mais aucun son n'est sorti. Je l'ai juste serré plus fort, la berçant d'avant en arrière sur le sol froid de la cuisine. Je suis rentré d'un voyage d'affaires 2 jours plus tôt et j'ai trouvé ma fille de 8 ans seule à la maison, en train de récurer le sol de la cuisine, en guise de punition. Mes beaux-parents avaient emmené leur vraie petite fille dans un parc d'attractions. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. J'ai simplement fait ce que j'avais à faire. Le lendemain matin, mon téléphone n'arrêtait pas de sonner. Je m'appelle Amber, j'ai 38 ans, et je suis rentré à la maison pour trouver ma fille de 8 ans forcée de récurer les sols par mes beaux-parents, pendant qu'ils emmenaient leur vraie petite fille dans un parc d'attractions. Avant que je vous raconte ce qui s'est passé ensuite, et comment une seule phrase dans un restaurant chic a fait exploser leur monde, dites-moi d'où vous regardez dans les commentaires. Tout a commencé quand mon voyage d'affaires s'est terminé 2 jours plus tôt. J'étais tellement excité à l'idée de faire la surprise à mon mari Scott et surtout à ma fille Madison. J'ai franchi la porte d'entrée, m'attendant à entendre la télé ou le rire de Madison. À la place, il n'y avait que le silence. Un silence étrange et lourd, ponctué par un faible bruit de frottement et l'odeur chimique et âcre des produits de nettoyage. Mon sang s'est glacé. J'ai suivi le bruit jusqu'à la cuisine et elle était là. Ma douce fille de 8 ans, à 4 pattes, une éponge jaune géante dans ses petites mains rouges. Des larmes coulaient en silence sur son visage tandis qu'elle frottait une tache sur le sol en lino qui était déjà parfaitement propre. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. Un calme étrange et glacial m'a envahi, le genre de calme que l'on ressent juste avant qu'un ouragan ne touche terre. Je me suis agenouillé, j'ai doucement pris l'éponge de sa main et je l'ai prise dans mes bras. Elle s'est effondrée contre moi, son petit corps secoué de sanglots silencieux. Ma chérie, où est mamie? Où est papy? Ai-je demandé, ma voix à peine un murmure. Elle a enfoui son visage dans mon épaule. Ils sont allés au parc, bafouilla-t-elle, avec Lily. Pourquoi ne t'ont-ils pas emmené? Ces mots suivants m'ont fait l'effet d'un coup de poing dans l'estomac. Mamie elle a dit que je devais être puni pour avoir renversé mon jus. Elle a dit que je devais apprendre ma place. Apprendre sa place. La digue de mon sang-froid a finalement cédé, mais aucun son n'est sorti. Je l'ai juste serré plus fort, la berçant d'avant en arrière sur le sol froid de la cuisine. Ce n'était pas nouveau, pas vraiment. C'était juste la fois la plus bruyante et la plus cruelle. Nous avons adopté Madison quand elle était bébé. Elle est ma fille.
Elle est la fille de Scott, il l'a légalement adoptée. Elle est notre monde entier. Mais pour ses parents, Eleanor et Robert, elle était un ajout, une note de bas de page. Je me souviens du Noël dernier, Lily, ma nièce, a eu une maison de poupée à 3 étages qui occupait la moitié du salon. Madison a eu un pull qui venait clairement d'un rayon de solde, avec l'étiquette de prix toute froissée encore collée dessus. À l'époque, Scott avait juste soupiré en disant « Tu connais mes parents, ils sont un peu vieille école. » Mais ça, ce n'était pas « vieille école ». C'était de la maltraitance. J'ai nettoyé Madison, pensé une petite éraflure sur sa jointure, et nous nous sommes assises sur le canapé, enveloppées dans une couverture, mangeant de la glace directement dans le pot. Elle m'a tout raconté. Comment, ces 3 derniers jours, on l'avait laissée seule pendant qu'ils emmenaient Lily s'acheter des friandises. Comment elle devait faire des corvées pendant que Lily regardait des dessins animés. Comment Eleanor l'avait regardé ce matin-là et lui avait dit « C'est dommage, mais les liens du sang sont plus forts que l'eau. » Quand Scott est rentré du travail 1 heure plus tard, son visage a perdu toutes ses couleurs. Il a vu les mains rouges de Madison, les traces de larmes sur ses joues, et le regard dans mes yeux. Il n'a pas eu besoin que je dise un mot. J'ai vu la culpabilité luttant contre une fureur blanche sur son visage. Il avait minimisé le comportement de ses parents pendant des années, trouvant toujours des excuses. Mais il n'y avait plus d'excuses possibles. Il s'est agenouillé devant Madison, la voix chargée d'émotion. « Je suis tellement désolé, ma puce, » a-t-il dit en la serrant dans ses bras. « Je ne t'ai pas protégée. Ça n'arrivera plus jamais. » Ce n'était pas une simple promesse, c'était un serment. Quelques heures plus tard, la porte d'entrée s'est ouverte et Eleanor et Robert sont entrés, riant de quelque chose qu'ils avaient vu au parc. Ils se sont arrêtés net en me voyant assise sur le canapé. « Amber. Tu es rentrée plus tôt, » a dit Eleanor, son sourire n'atteignant pas tout à fait ses yeux. Je me suis levé. « Où étiez-vous, Eleanor » ai-je demandé, ma voix dangereusement calme. Nous avons emmené Lily au parc. Elle s'est merveilleusement amusée, dit-elle, complètement inconsciente. Pourquoi Madison a-t-elle été laissée ici, seule, à récurer le sol, a demandé Scott, se plaçant devant moi, sa voix basse et tendue. Eleanor a carrément ricané. Nous lui apprenions le sens des responsabilités. Elle a fait une bêtise. Une bêtise? C'est une enfant, maman. Elle a renversé du jus. La voix de Scott s'est élevée. Vous avez laissé une enfant de 8 ans seule à la maison en guise de punition. C'est alors que Robert, qui était resté silencieux jusqu'à présent, a finalement parlé, mais pas comme on pourrait s'y attendre. Il a regardé Scott avec frustration. Tu ne comprends pas. J'essaie de protéger l'avenir de cette famille. C'était une chose bizarre à dire, et la phrase est restée en suspens dans l'air pendant une seconde. Eleanor, sentant qu'elle perdait le contrôle, a visé la jugulaire. Elle m'a regardé droit dans les yeux et a prononcé les mots qui ont scellé son sort. Franchement, les liens du sang sont plus forts que l'eau. Elle n'est pas notre vraie petite fille. Le silence qui a suivi était assourdissant. Scott regarda sa mère comme s'il ne l'avait jamais vue auparavant. Le dernier fil de loyauté, d'obligation, venait de se rompre. C'est lui qui a parlé le premier. Vous avez choisi votre sang, dit-il, la voix tremblante d'un mélange de rage et de chagrin. Maintenant, nous choisissons notre famille. Je veux que vous fassiez vos valises et que vous sortiez de ma maison. Je me tenais à ses côtés, j'ai posé ma main sur son dos et j'ai simplement hoché la tête. Nous étions une équipe. Ils sont restés là, bouche bée, comme des poissons hors de l'eau, complètement choqués que leur pouvoir venait de s'évaporer. Le lendemain matin, comme je le savais, mon téléphone a commencé à sonner sans arrêt. Puis celui de Scott. Tante, oncle, cousin, tous appelant pour nous dire à quel point nous étions ingrats et irrespectueux. Eleanor avait été occupée à raconter sa version des faits, la belle-fille hypersensible et le fils ingrat qui avaient jeté leurs parents aimants à la rue. La pression était immense. Scott faisait les 100 pas dans le salon, complètement déchiré. Ce sont mes parents, Amber. Comment ont-ils pu faire ça à une enfant, à notre enfant? Je l'ai pris dans mes bras. Nous sommes ensemble là-dedans, lui ai-je promis. Nous allons nous en occuper. C'est au cours de cette conversation qu'il a mentionné quelque chose qui a fait que les rouages dans ma tête se sont mis en marche. C'est tellement bizarre, a-t-il dit. Depuis un mois, papa n'arrête pas de me poser des questions sur ton nouveau projet au travail, le projet Genesis.
Il semblait presque désespéré. Et c'est là que tout a fait tilt. Le projet Genesis était mon bébé, une initiative massive à l'échelle de l'entreprise que je dirigeais. Et la petite entreprise de construction de mon beau-père était l'une des dizaines d'entreprises locales en lice pour un sous-contrat lucratif. Sa phrase sur la « protection de l'avenir de la famille » prenait soudain un sens horrible. Il n'était pas seulement cruel, il essayait de s'attirer mes faveurs, à sa manière tordue et manipulatrice. J'ai regardé le calendrier. Le soir même, il y avait un dîner officiel pour les partenaires potentiels du projet. L'hôte, mon PDG, Monsieur Henderson. Robert et Eleanor y seraient, prêts à réseauter et à flatter. Nous allons à ce dîner, ai-je dit à Scott, un plan se formant dans mon esprit. Et nous y allons ensemble. Nous n'allons pas nous cacher. Nous n'allons pas les laisser contrôler le récit. Nous allons juste être nous-mêmes. Il m'a regardé, a vu la détermination dans mes yeux et a hoché la tête. Le restaurant était exactement ce à quoi on pouvait s'attendre, lumière tamisée, tintement des verres et le bourdonnement feutré des conversations importantes. Nous avons trouvé notre table et je pouvais sentir les regards de Robert et Eleanor sur nous depuis l'autre bout de la salle. Robert, bien sûr, rôdait près de la table de Monsieur Henderson, attendant son moment. Au bout d'un moment, Eleanor n'a pas pu se retenir. Elle s'est approchée d'un pas nonchalant, un faux sourire mielleux plaqué sur son visage. Elle a adressé ces mots à Monsieur Henderson, qui faisait le tour des tables et s'était arrêté à la nôtre. « C'est merveilleux qu'Amber ait autant de succès, dit-elle, la voix dégoulinante de venin. C'est une mère formidable pour sa petite fille adoptive. La famille, c'est ce qu'il y a de plus important, n'est-ce pas, Monsieur Henderson ?» C'était le moment. L'heure de vérité. J'ai souri en retour, tout aussi doucement. « Merci, Eleanor. Tu as raison, la famille est tout. Et je crois que les valeurs que nous défendons dans notre famille, comme l'intégrité, la confiance et la décence humaine la plus élémentaire, sont les mêmes que nous devrions rechercher chez nos partenaires commerciaux. » Puis, j'ai tourné toute mon attention vers mon patron. « Monsieur Henderson, ai-je dit, ma voix claire et professionnelle, en parlant d'intégrité, c'est la pierre angulaire absolue du projet Genesis. Sur la base de nouvelles informations qui ont récemment été portées à mon attention concernant le caractère et le jugement de certains, je crois que nous devons mener un processus de due diligence, vérification préalable, beaucoup plus approfondi sur tous les partenaires potentiels, y compris l'entreprise de Monsieur Wilson, pour nous assurer qu'ils sont en parfaite adéquation avec les valeurs de notre entreprise. » Je n'ai pas haussé le ton. Je ne suis pas devenu émotive. J'ai simplement exprimé une préoccupation professionnelle. L'effet a été instantané. Un frisson a parcouru la table. Robert, qui s'approchait, s'est figé en plein mouvement. Son visage est passé de l'assurance à la pâleur cadavérique en une fraction de seconde. Monsieur Henderson, un dirigeant avisé et perspicace, a tout de suite compris. Il n'avait pas besoin des détails, il me faisait confiance. Il m'a adressé un léger et sérieux hochement de tête. « Excellent point, Amber. Je vous remercie de votre diligence. » Puis il a regardé par-dessus mon épaule, ses yeux se posant sur mon beau-père. « Monsieur Wilson, dit-il, sa voix froide et dédaigneuse, nous allons peut-être remettre notre discussion à plus tard, indéfiniment. » L'humiliation publique a été absolue. Ce n'était pas une explosion bruyante, mais une implosion silencieuse et dévastatrice des espoirs de Robert, juste là, devant ses pairs. Sur le parking, ils ont essayé de nous arrêter. La panique se lisait sur leur visage. « Amber, attends » a supplié Robert. Mais cette fois, Scott s'est placé devant moi. Il a regardé son père, non plus avec colère, mais avec une sorte de tristesse définitive. Il ne s'agissait pas d'affaires, papa, dit-il, la voix ferme. Il s'agissait de ma fille. Tu as essayé d'utiliser ma femme pour un contrat pendant que ma mère abusait émotionnellement de mon enfant. Vous avez fait votre choix. Maintenant, nous faisons le nôtre. Il a regardé son père, puis sa mère. C'est fini. N'appelez pas Madison. Ne nous appelez pas. Sur ces mots, il m'a ouvert la portière de la voiture. Nous sommes montés, nous sommes partis, et nous ne nous sommes pas retournés. Les 3 mois qui ont suivi ont été calmes et réparateurs. Nous n'avons pas seulement tourné la page, nous avons activement reconstruit. Nous avons commencé à créer un livre ensemble, tous les 3. Nous l'avons appelé « La charte de la famille Wilson ».
Nous l'avons rempli de photos, de blagues entre nous, et nous y avons écrit nos propres règles. Règle numéro 1, c'est l'amour qui fait une famille. Règle numéro 2, nous nous écoutons et nous nous protégeons toujours les uns les autres. Règle numéro 3, le vendredi soir, c'est toujours soirée pizza et film, sans exception. En regardant Madison rire en dessinant un grand cœur de travers à côté de la règle numéro 1, j'ai su que nous avions fait le bon choix. Sa confiance a commencé à s'épanouir. Elle était plus légère, plus libre. La semaine dernière, j'étais assise dans le salon, regardant le clair de lune entrer par la fenêtre. Mon regard s'est posé sur notre charte, sur la table basse. Je pensais que la famille était quelque chose dans lequel on essaie, quelque chose avec quoi on était coincé. Mais je sais maintenant que ce n'est pas vrai. Une vraie famille est une forteresse. C'est une forteresse que l'on construit soi-même, brique par brique, en choisissant chaque personne que l'on laisse entrer. C'est une forteresse que l'on doit être prêt à défendre, quel qu'en soit le prix. Merci beaucoup d'avoir écouté mon histoire. Ce n'était pas facile à partager, mais je sentais que je le devais. Ma question pour vous tous est la suivante, avez-vous déjà eu à choisir entre la famille dans laquelle vous êtes né et celle que vous avez construite? Partagez vos expériences dans les commentaires ci-dessous. Et si mon histoire a résonné en vous, s'il vous plaît, mettez un like sur cette vidéo et abonnez-vous pour en voir plus. Ça aide vraiment beaucoup.